Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, on part d'abord aux quatre coins de la planète puisqu'il nous fait partager les plus grands enjeux géopolitiques du moment. Il nous aide à comprendre le monde. Il s'appelle Mister Géopolitics et on découvre son portrait dans un instant. Et puis elle a une idée derrière la tech. C'est Isabelle Rouen qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Isabelle. Bonjour Philippine. Alors, de quelle matière vous allez nous parler aujourd'hui? Nous allons parler de l'ambassadeur ou de l'ambassadrice de la souveraineté numérique. On voit ça dans un instant. Et puis avec le monde de l'éducation comme terrain de jeu et la jeunesse comme cheval de bataille, il casse les codes et fait bouger les lignes de l'éducation. Il a inventé le premier réseau social des lycéens et des étudiants et il est en plateau aujourd'hui pour en parler avec nous. Jules Simian-Brochery, bonjour. Bonjour Philippine. Soyez le bienvenu sur le plateau. Jules, vous êtes le fondateur d'Extra Student. Vous allez nous parler de tout ça dans un instant, juste après le focus. Ils sont près de 200 000 à regarder ces vidéos pour mieux comprendre les enjeux du monde qui les entoure. Depuis 2016, Gilda Leprince, alias Mister Géopolitics, a créé sa chaîne YouTube dont les abonnés ne cessent de grimper. On part à sa rencontre tout de suite avec Xavier Terrade. Salut les aventuriers! Salut les aventuriers! Les aventuriers de Mister Géopolitics sont près de 200 000 à suivre Gilda Leprince sur sa chaîne YouTube. Une chaîne lancée en 2016 dans laquelle il nous fait voyager aux quatre coins du monde et permet de mieux comprendre les enjeux géopolitiques. L'Arctique, la Palestine et la Guyane, entre autres, n'ont plus aucun secret pour lui. Son voyage sur le Charles de Gaulle a aussi marqué les esprits. Le porte-avions Charles de Gaulle peut parcourir 1000 km en 24 heures. J'ai pu passer 6 jours à bord. En 2019, Mister Géopolitics faisait le point sur sa chaîne YouTube qui ne cessait alors de gravir les échelons. En 3 ans et demi, la chaîne est passée de ça, approfondir mes connaissances sur ces sujets-là, au volume total d'hydrocarbures déversés dans la nature, la moyenne des océans est de 3800 mètres, à ça. le Japon, l'Inde. C'est parce que ça permet d'envoyer dans les... Les productions se sont professionnalisées et sacrément alourdies. Puisque j'ai relativement peu de moyens, je suis contraint de tout faire tout seul. Gilda Leprince appelait alors ses abonnés YouTube à le soutenir financièrement, dévoilant les coulisses de ses vidéos. Il m'a fallu 42 jours pour réaliser 2 épisodes au Svalbard. 4 jours de travail de recherche et de lecture, 4 jours d'écriture, 10 jours de tournage où l'on s'est rendu sur place, une fois de retour, 22 jours de montage, de réalisation des cartes et de post-production, 2 demi-journées de tournage d'interviews d'experts qui ont eu lieu à Paris, et 2 demi-journées d'enregistrement de la voix off. Avec autant de travail, cela permet à Mister Géopolitics de proposer une nouvelle vision du monde. Salut tout le monde, ici Mister Géopolitics. L'objectif de cette vidéo, c'est de mieux comprendre l'insécurité au Sahel et de mieux connaître les membres qui composent les organisations djihadistes de la région. Le youtubeur cartonne aussi sur TikTok où il a plus de 118 000 abonnés. Le succès de Mister Géopolitics s'est aussi décliné en librairie. Un jeu de société a même été commercialisé. Comment révolutionner le partage du savoir entre étudiants et lycéens, simplifier l'orientation scolaire ou encore réinventer les salons de l'étudiant? Voilà ces questions qu'on va poser à notre invité tout de suite dans la première partie du talk. Ces questions, Jules, elles sont au cœur des initiatives que vous menez depuis quelques années maintenant. Vous avez en effet fondé Extra Student en avril 2020, en plein confinement, et vous avez levé depuis plus d'1 million d'euros auprès d'investisseurs de renom, avec un objectif, inventer le premier réseau social de lycéens et d'étudiants. Comment, à 17 ans, on se lève un matin et on se dit qu'on va bousculer le monde de l'orientation de l'éducation? On ne se lève pas un matin en se disant ça, on se lève un matin en se rendant compte en faisant des constats qui sont un peu dramatiques. Moi, celui que j'avais fait, c'était celui des inégalités scolaires qui étaient croissantes et qui voyaient vraiment le jour, en tout cas pour moi, pendant le confinement, parce qu'on voyait que certains profs ne prodiguaient pas de suivi à leurs élèves, on voyait que certains élèves décrochaient réellement et n'allaient plus en cours. Et donc c'est là qu'est venu un peu l'électrochoc de se dire, en fait, c'est bizarre, on est tous étudiants, on est tous lycéens, on a tous les mêmes contenus, peu importe notre ville, peu importe notre origine, peu importe où l'on étudie, et on ne partage pas ensemble. Alors que, voilà, on partage avec son camarade de classe, on partage avec son frère, on partage avec son cousin, avec son
avec son entourage. Donc je me suis dit qu'il fallait à ce moment-là impulser un mouvement et essayer de créer un réseau de partage autour de thématiques scolaires. Ça s'appelle donc Extra Student. On pourrait le définir comme un réseau social des jeunes. Est-ce que c'est plus que ça aussi? Oui, c'est ça. Aujourd'hui, donc, on a la partie scolaire, aide scolaire, avec cette partie contenu, des fiches de cours, des dissertations, des exposés. Une partie forum, avec des discussions sur des thématiques aussi scolaires, mais aussi d'orientation, parce qu'on a des étudiants et des lycéens, donc certains lycéens vont poser des questions sur des écoles ou sur des formations, et certains étudiants vont y répondre. Et on a cette espèce de salon d'orientation digitale dont on parlera peut-être, avec ces pages d'école qu'on intègre maintenant pour aider les étudiants qui ne peuvent pas se déplacer dans les salons de l'orientation ou qui tout simplement n'ont pas le temps d'aller au JPO et autres, ou qui ne savent pas comment faire un choix, d'abord avant de s'y rendre, de pouvoir avoir une première vue sur ces écoles qui ont pignon sur rue sur notre outil digital et qui y ont accès gratuitement. Effectivement. Alors, vous êtes le plus jeune des nominés des 2 prestigieux prix Forbes et Vanity Fair. Vous avez également reçu récemment le prix du civisme et les félicitations d'Emmanuel Macron. Vous passez depuis quelques mois, depuis quelques années, de plateau télé en studio radio pour raconter votre histoire et tenter de faire bouger les choses dans l'éducation. À seulement 21 ans maintenant, comment est-ce que vous vivez cette vie un peu hors du commun? Bien, forcément, je dirais que voilà. C'est pas trop lourd à vivre? Non, c'est pas lourd à vivre. C'est déjà, faut réaliser la chance quand même qu'on a lorsqu'on est autant mis en avant, qu'on incarne une génération d'entrepreneurs, alors même qu'il y a des entrepreneurs de mon âge qui sont meilleurs que moi, parfois qui ont des très très bonnes idées, même meilleures, je trouve, que la mienne, et qui ne sont pas mises en avant parce qu'ils ne jouissent pas de la même exposition. Donc je suis très fier, forcément, mais reconnaissant parce que je ne pense pas être l'exemple type de l'entrepreneur de mon âge. J'en connais d'autres qui sont vraiment aussi fulgurants. Mais je trouve ça très, très... Voilà, c'est un beau gage de confiance pour moi, d'abord, mais pour les jeunes qui vont voir l'exposition dont je jouis et qui se diront, en fait, c'est possible de le faire. Donc, pourquoi pas? Et pour ça, je trouve ça intéressant. Alors, vous avez osé, Jules, vous lancer dans le secteur de l'éducation et du numérique, plus communément appelé EdTech. C'est un secteur assez paradoxal. On le voit ici tous les jours dans l'école du futur, où des entreprises se créent semaine après semaine, mois après mois, avec une vraie valeur, une vraie force de proposition, avec envie et détermination, l'envie de faire changer les choses dans le monde de l'éducation. Malheureusement, c'est aussi un marché complexe, dans lequel il n'y a pas ou peu de business model, des difficultés à monétiser aussi. Et pourtant, vous vous y êtes quand même lancé. Est-ce que vous y étiez préparé? Déjà, quand on se lance à 17 ans, on ne se pose pas trop la question du business model. On ne sait même pas réellement quelle forme de statut va prendre notre projet. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des entreprises et des associations. Enfin, quasiment pas. J'avais fait quelques cours d'SES, donc j'avais quelques notions, mais c'était minime. Donc, on ne se pose pas cette question. J'ai évolué grâce à mes différents outils, grâce à mes différentes rencontres. Je suis passé de pas de statut à un statut d'entreprise. Je suis passé d'un site web au début à une application. Maintenant, je reviens avec 2 outils, une application et un site web. Je suis entouré d'investisseurs, alors que j'aurais jamais imaginé lever des fonds pour ce projet-là. Et je pense que très peu de gens auraient imaginé qu'on lèverait des fonds aussi pour ce genre de projet-là. D'ailleurs, lorsqu'on me posait la question avant de comment évoluer mon projet, on la posait en pensant à une fin court terme, en me disant quand est-ce que ça s'arrête, quoi? C'est sympa, c'est bien, mais quand est-ce que ça prend fin? Donc, on n'imagine pas tout ça. Maintenant, nous, on n'a jamais voulu faire payer nos étudiants, nos lycéens et nos étudiants. C'est ce que j'allais vous demander, le business model. Donc, on n'ira pas sur un modèle freemium, on n'ira pas sur un modèle d'abonnement. C'est pas du tout le chemin qu'on prend. On est sur un modèle en fait de B2B2C, c'est-à-dire qu'on va faire profiter des marques. Aujourd'hui des écoles dans le supérieur, qu'elles soient privées ou publiques, là-dessus on n'a pas de religion, de notre trafic et de la potentielle exposition qu'on peut leur proposer pour un prix qui est honnêtement très concurrentiel. Donc ce qui nous permet d'intégrer des écoles qui permettent aux étudiants d'avoir des renseignements. Par exemple, quelles écoles vous avez aujourd'hui? On a l'ISCOM, est la première école à nous avoir rejoint, donc je les cite bien volontiers. On a Narrative, PSB, on a pour la plus grosse, et c'est une grande nouvelle pour nous, Sciences Po, qui nous a rejoints. On a MJM, on a plein d'écoles. D'ailleurs, ce qui est assez drôle, c'est qu'on en a une dizaine, on a commencé il y a 2 mois. Et ce sont toutes des écoles de différents types qui sont dans différents domaines. On a des écoles dans la com, on a des écoles dans les sciences politiques, on a des écoles dans le commerce, on a une école dans la santé, diplôme à santé. On a des écoles dans l'agro,
Qu'est-ce qu'elles viennent chercher, ces écoles chez Extra Student? C'est la visibilité, c'est une autre manière de voir l'orientation? Vous imaginez bien que quand on est Sciences Po, on ne vient pas chercher la même chose que quand on est Liscom ou Narrative. Certaines viennent chercher une exposition pour se faire connaître et parler à davantage de jeunes. D'autres viennent chercher un dynamisme qu'il n'y a pas sur d'autres réseaux et une niche qu'on va trouver chez nous, parce qu'on est le réseau de la niche étudiante et lycéenne, là où sur Instagram, vous aurez une base un peu plus éclatée, avec des jeunes, des moins jeunes, du 18-24, mais surtout du 24-45. Donc elles viennent chercher une cible et elles viennent communiquer sur un réseau qui s'exprime sur des thématiques scolaires et des thématiques d'orientation uniquement. Elles aiment ce projet, ce sujet, et elles veulent y participer. Alors Jules, je voudrais qu'on regarde tout de suite une vidéo où on voit une école, vous allez nous dire laquelle, en 360 degrés. Si vous pouvez la commenter aussi en direct pendant qu'on la regarde. Qu'est-ce qui se passe sur cette vidéo? C'est quelque chose que vous proposez à une école? Exactement, donc ça c'est dans notre pack. C'est une visite virtuelle d'un campus. Là, si vous reconnaissez, c'est le tout nouveau campus de Sciences Po, le campus Saint-Thomas, qui est immense et qui est une véritable réussite. Et donc, ça fait partie de ce qu'on va proposer aux écoles et de ce qu'on va intégrer, nous, sur leur page, pour permettre aux étudiants, en plus, puisqu'on a un package de vidéos, donc on a des vidéos sur le campus avec un étudiant qui nous fait visiter le campus, et c'est de la vidéo, donc on n'aura pas accès à toutes les salles, à tous les détails de l'établissement. On a une vidéo avec un alumni qui nous parle de l'après, et on a une vidéo avec le directeur de l'établissement qui nous donne un peu le pouls et la dynamique de l'école pour les 10 ans à venir. Et on s'était dit que ce serait intéressant de pouvoir se plonger comme si on était dans une JPO, en fait, mais dans le digital, dans l'école, au sein du campus, depuis notre lit, depuis les toilettes, depuis un taxi, depuis un lieu de vacances. Ou si l'on n'a pas des capacités pour se déplacer comme beaucoup de gens et qu'on a des problèmes par rapport à ça, qu'on puisse y avoir accès aussi. Savoir s'y projeter, effectivement. Alors, on parle de ces écoles, justement, avec lesquelles vous avez signé avec Extra Student. Vous avez arrêté vos études dès que vous avez compris que vous aviez quelque chose dans les mains qui pourrait peut-être marcher dès lors que vous avez signé vos premiers contrats. Est-ce que, malgré tout, l'université, vous y reviendrez? Je pense oui, parce que c'est quand on quitte la formation qu'on se rend compte de la valeur, je trouve, de cette dernière. Je dis souvent que j'ai quitté le monde de l'éducation pour commencer réellement à m'y intéresser, et je m'en rends compte de jour en jour. Quand on est dans le système et qu'en fait on participe au cycle, c'est-à-dire qu'après l'école, le lycée, on va directement dans une école du supérieur, qu'ensuite on va faire un master. En fait, on ne se pose pas la question de la raison pour laquelle on va d'école en école et de formation en formation. Et donc on n'a pas forcément la notion on n'imagine pas forcément l'impact que ça a et la richesse des conseils que nous prodiguent nos profs. Et moi je m'en suis rendu compte en fait en quittant les bancs de mon université, je me suis rendu compte de la valeur des échanges que j'avais avec mes professeurs et de la valeur que ça avait de pouvoir s'asseoir sur une chaise et d'avoir des gens qui défilent toute la journée et qui vous apprennent et qui vous préparent pour le monde de demain. Souvent, lorsqu'on est dans ce cycle et qu'on ne se pose pas la question, je trouve qu'on n'en profite pas assez. Et moi, c'était mon cas. Je passais mon temps à bidouiller mes sites et à me renseigner sur les projets que je voulais imaginer, plus qu'à écouter. Donc, sachant que j'ai bien compris qu'aujourd'hui, c'était ce qui m'intéressait, je vais continuer à faire ça pendant encore un moment et je vais me libérer de cette énergie-là. Et quand j'aurai fini, je pense que je retournerai, pourquoi pas, sur les bancs de l'école pour... je ne sais pas où, mais en tout cas pour profiter un peu de ce genre de moment. On va continuer à parler de cette révolution dans l'éducation et de votre vision aussi du secteur dans un instant, Jules. Mais si vous le voulez bien, juste avant, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéo, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.
Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Jules Simian-Brochery, le fondateur d'Extra Student. Mais juste avant de reprendre nos discussions, Jules, on va laisser place à la chronique d'Isabelle Rouen qui a une idée derrière la tech. Alors Isabelle, aujourd'hui vous allez nous parler d'un nouveau métier, celui d'ambassadeur de la souveraineté numérique. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien en fait Philippine, il s'agit de la capacité d'un État ou d'une organisation, d'une entreprise à défendre sa souveraineté dans l'espace cyber et dans l'espace numérique. Mais ça concerne aussi tout à chacun, puisqu'on a tous une souveraineté à avoir sur nos propres données. Je crois qu'on en est tous conscients, notamment depuis 2018 et depuis le RGPD. Donc il y a un enjeu qui est large là-dessus et qui se développe de plus en plus. En fait, ce qui se passe, c'est que la mission de l'ambassadrice ou de l'ambassadeur de la souveraineté numérique, déjà, ça s'adresse bien sûr aux femmes et aux hommes, ce métier, c'est de représenter les intérêts d'une entreprise, les intérêts d'un État auprès des autorités qui l'emploient. L'idée, c'est de mettre en place, en fait, la stratégie des affaires publiques et de garantir la souveraineté des données de l'entreprise. Donc, on échange avec l'État, on échange avec les cabinets ministériels, on échange aussi, bien sûr, avec les autorités de tutelle pour représenter au mieux les intérêts de la personne qui nous emploie. Il y a même un ambassadeur de la souveraineté numérique en France, un ambassadeur du numérique. C'est M. Henri Verdier. Il a été nommé par le président de la République, M. Macron, en 2018. Alors, vous allez nous en dire plus, mais finalement, quel est l'impact de ce type d'ambassadeur sur notre souveraineté numérique à nous ? Tout le sujet, en fait, c'est de peser sur les réglementations et sur les lois, que ce soit des lois européennes ou que ce soit des lois nationales. Le but, en fait, c'est de faire en sorte que ce qui a été voté démocratiquement soit respecté et ne soit pas écrasé par des entreprises qui auraient beaucoup de puissance de feu parce que très transnationales avec des gros budgets. Je pense notamment au RGPD, mais également à des réglementations plus récentes comme le DMA ou le DSA qui ont créé des points, pas forcément de friction, mais en tout cas des points d'échange plus forts entre les instances, les autorités et les entreprises. Et aujourd'hui, l'ambassadeur de la souveraineté numérique, son rôle, en fait, c'est de détecter ces points de friction. C'est aussi d'agir en tant que lobbyiste, soit lobbyiste pour le compte de l'entreprise, soit lobbyiste avec des approches un peu plus collectives et collégiales quand on décide de marcher à plusieurs et d'aller faire bouger les lignes pour que tout ceci avance de manière fluide et efficace. Alors Isabelle, si on élargit le spectre de cette chronique, quels sont les enjeux actuels de la souveraineté numérique ? Il y en a deux. Un enjeu politique et un enjeu stratégique. L'enjeu politique, en fait, c'est de faire en sorte que nos concitoyennes et nos concitoyens aient confiance. Et confiance dans le numérique et confiance dans le fait que leurs données ne seront pas utilisées pour faire n'importe quoi. Donc, il y a vraiment un lien à recréer, il y a de la réassurance à apporter. Le deuxième, c'est un enjeu stratégique et qui est un enjeu stratégique, on va dire, national ou supranational. Aujourd'hui, 92% de nos données sont hébergées sur des serveurs américains du Google, du Amazon et ainsi de suite. Ça pose une vraie question et ça pose un vrai sujet. En fait, il y a des solutions et des éditeurs qui permettent d'héberger des données de manière souveraine européenne. Je pense à Atos, je pense à Safran, il y a Tetris, OVH. Il y en a pas mal des solutions. Et pourtant, dans pas mal de cas, les entreprises choisissent un hébergement américain, ce qui veut dire que si jamais il y a une friction avec l'État américain et qu'un juge américain le décide, ils ont le droit, ça s'appelle le Cloud Act et le Patriot Act, les données, elles seront disclosées. Dans un cadre juridique qui est très normé, mais elles seront disclosées. Et ça, aujourd'hui, ça inquiète aussi parfois nos concitoyens. Il faut savoir que dans 69% des cas, c'est un sondage IFOP, les Français sont préoccupés par ce qui va se passer ou par ce qui peut se passer autour de leurs données numériques. Donc, on se rend bien compte, en fait, qu'il y a aujourd'hui un point là-dessus qui est vraiment stratégique sur qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on accepte de faire et qu'est-ce qu'on laisse faire. C'est effectivement tout le sujet. Alors du coup, dans un environnement qu'on connaît complexe en ce moment, quelles sont les qualités nécessaires pour devenir ambassadeur de la souveraineté numérique, Isabelle ? Déjà, il faut être bon en droit. Il faut avoir une excellente compréhension de tout ce qui est capacité réglementaire. Il faut du sens de la stratégie, de la diplomatie, une très bonne capacité à s'exprimer, à l'écrit comme à l'oral, et puis surtout être un fin négociateur ou une fine négociatrice, parce que tout ça, ça n'est jamais en fait que du réglage juridique, du réglage contractuel, du réglage avec la tutelle, de façon à faire en sorte que ça avance dans le bon sens. Et puis, je pense qu'il faut aussi une grande indépendance d'esprit. En général, l'ambassadeur ou l'ambassadrice de la souveraineté numérique ou le patron ou la patronne des affaires publiques va être rattaché aux dirigeants
de l'entreprise. Et c'est important en fait d'avoir cette capacité à défendre quelque chose dans l'intérêt de la personne qui vous emploie avec beaucoup d'éthique. Et ce métier du futur s'appelle donc l'ambassadeur, l'ambassadrice de la souveraineté numérique. Merci beaucoup Isabelle d'avoir été avec nous. On continue nos échanges sur l'éducation, la vision de l'éducation de notre invité dans un instant dans la deuxième partie du talk. L'école du futur s'invente tous les jours sur School TV avec nos chroniqueurs et nos invités. Isabelle, vous restez évidemment avec nous. On va continuer à parler de la vision de l'éducation de notre invité, Jules Simian-Brochery. Je rappelle que vous êtes le fondateur d'Extra Student. Alors qu'il était encore ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal a rappelé et a multiplié les annonces pour repenser l'école. Vous avez écrit dans une récente tribune, je vous cite, qu'aujourd'hui, force est de constater que les politiques publiques se concentrent largement sur la manière d'enseigner. Ils ne tiennent pas suffisamment compte de la manière de recevoir une connaissance. La transmission d'un savoir est une action bipartite. Ne l'oublions pas. Est-ce que les élèves ont été trop oubliés ? Je ne pense pas que ce soit spécifique au mandat, au court passage de Gabriel Attal à l'éducation. Je trouve d'ailleurs qu'il a été pour le coup un très bon ministre de l'Éducation nationale. Mais c'est vrai que les élèves sont souvent, je trouve, pas assez consultés lorsqu'on a des grandes campagnes ou lorsqu'on veut annoncer des grandes mesures pour réformer l'éducation. On parle beaucoup de réformes dans l'éducation, mais on ne parle pas souvent de consultation d'étudiants ou d'élèves, plus d'élèves d'ailleurs que d'étudiants. Et ça, je trouve ça assez dommage. Moi, je me rappelle qu'à l'échelle de mon lycée, il se passait souvent, il y avait souvent des grands changements entrepris par notre directeur et qu'on ne posait jamais la question de notre avis. Voilà. Et on la posait souvent par contre aux professeurs ou aux préfets ou aux parents d'élèves, quoique c'était un peu plus rare. Et on ne nous posait jamais la question. Alors que c'est très simple de passer dans des classes et de faire des petits votes ou de prendre un élève référent qui s'exprimerait au nom du groupe. Donc je trouve ça un peu dommage, oui. Est-ce que vous pensez que Gabriel Attal nommé à Matignon, c'est une bonne nouvelle pour l'école ? Pour nous, les jeunes, très bonne nouvelle. Et pour l'école aussi. C'est un symbole ? Oui, c'est un symbole, je pense, c'est un symbole de rupture et un symbole d'audace. Et moi, j'aime la rupture et j'aime l'audace. Donc je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Il est dynamique. Ce qu'il a fait au ministère de l'Éducation, ça a plu à beaucoup de gens, dont à moi. La tribune était portée sur la mission Choc des Savoirs, qui est une petite partie et une action de son mandat, mais c'était en général, je trouve, très positif. Et donc je trouve que c'est une bonne nouvelle et que les jeunes qui vont le regarder à l'œuvre vont pouvoir se dire qu'en fait tout ça c'est possible, que si on a envie de devenir député tôt, c'est possible, que si on a envie d'entreprendre tôt, c'est possible, que si on a envie de réaliser des choses tôt qui sont connues, établies comme étant des choses compliquées à réaliser, en fait c'est possible. Vous partagez ce constat, Isabelle ? Complètement. Moi je trouve qu'effectivement avoir des modèles aspirationnels de toutes les générations c'est hyper important et il amène effectivement un souffle, j'allais dire de fraîcheur, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas un nouveau souffle à la fonction de Premier ministre. Et je vous rejoins, Jules, il a fait beaucoup de choses quand il a été brièvement à la ministre de l'Éducation nationale. Donc oui, moi je trouve que c'est quelque chose qui va emmener vers que du plus. Après, sa ministre à lui sur l'éducation et le sport est empêtrée dans un truc qui risque d'être un peu plus compliqué à gérer. Effectivement, c'est un peu plus compliqué. Alors vous, Jules, merci Isabelle. Vous ces grandes questions effectivement dont on parle avec vous très régulièrement, Isabelle, ces métiers du futur, l'orientation, les sujets qui agitent la communauté éducative, les jeunes notamment, elles sont au cœur aussi de ce que vous faites. Vous échangez quotidiennement avec eux. Qu'est-ce qu'ils vous disent de l'école de demain, des métiers de demain, de l'orientation ? Est-ce qu'ils sont inquiets aujourd'hui justement de cette école ? Nos lycéens ne sont pas globalement vraiment inquiets. On voit qu'il y a une vague de métiers qui plaisent, typiquement dans le marketing digital, dans l'agro. Il y a des métiers d'agro qui séduisent. Là, on faisait une étude récemment sur notre algorithme et on a vu que le mot revenait pas mal. Dans le commerce, mais bon, ça, c'est pas très original. Enfin, en tout cas, je veux dire, c'est un thème qui revient tout le temps. Mais je sens pas une grosse inquiétude. Il y avait, pendant la période, je dirais, mi-d'année 2023, une grosse inquiétude liée aux métiers qui pouvaient ou qui pourraient se faire remplacer par l'IA. On a vu là une espèce de vague de sujets dessus, comme si d'un coup l'IA allait tous nous mettre à la porte. Puis là, c'est un peu retombé médiatiquement, donc on en parle moins. Mais je trouve que les lycéens sont assez confiants, par contre perdus, quant au choix pour aller
vers le genre de métier qu'ils veulent faire. C'est-à-dire, ils ne savent pas par quelle formation passer pour faire tel ou tel autre métier. Et ça, c'est problématique. Je vous rejoins tout à fait. Oui. Effectivement, les échanges que j'ai moi avec des lycéens ou avec des gens qui orientent, c'est l'IA va pas nous tous nous remplacer. Il y a un vrai sujet de compagnonnage entre la machine qui génère et les gens qui travaillent. Un gros essor sur tous les métiers qui ont du sens et tous les métiers de la décarbonation dont l'agro fait partie. Mais quand vous avez un passage obligé qui est Parcoursup avec 23 000 formations qui sont documentées, c'est génial. Mais ça manque quand même d'une boussole et de décodage, et ça recrée, moi, ce que j'appelle les planchers qui collent et les plafonds qui adhèrent, c'est-à-dire que ceux qui sont bien accompagnés, soit par certains professeurs principaux, soit par un conseiller d'orientation, soit par des coachs, soit par leurs parents, sont plus à l'aise et seront plus favorisés que ceux qui, malheureusement, sont un peu déconnectés ou qui ne savent pas par quel bout prendre les choses. Donc, justement, une plateforme ou un réseau social comme le vôtre qui permet de rencontrer des écoles, d'aller à des portes ouvertes sans se déplacer, ainsi de suite, je pense que c'est très, très malin et que ça va amener beaucoup de choses. Je voudrais avoir votre point de vue sur un autre sujet aussi. L'école française, vous le savez, fait face à une crise d'autorité. J'en veux pour preuve cette professeure de français visée par des propos diffamatoires après avoir présenté un tableau de nu. Une autre menacée par une âme factice en plein cours, ou encore cet enseignant menacé de mort au Chesnay. Pour y répondre, Emmanuel Macron a annoncé lors de sa grande conférence de presse il y a quelques jours l'apprentissage de la Marseillaise dès le plus jeune âge. Sera mis en place aussi 1 heure par semaine d'instruction civique dès la 5e, ou encore le port de la tenue unique. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui, Jules, sur ces annonces? Est-ce que c'est une réponse, selon vous, efficace à la crise que vit l'école? Déjà, il y en a, donc je pense qu'on peut s'en réjouir. Je pense qu'il faut marquer le retour de deux valeurs importantes qui sont le respect et la conscience d'une autorité qu'il n'y a plus du tout dans une salle de classe. Moi, je le vois, je fais souvent des passages dans des écoles, dans des lycées. Et pour parler par exemple de l'uniforme, je pense que c'est une très bonne mesure. Moi, ça fait longtemps que j'avais envie que quelqu'un porte cette mesure-là. J'étais allé dans un lycée et le fond de classe était un fond de classe fait de jeunes qui portaient leur capuche, qui étaient un peu habillés n'importe comment et qui le gardaient, et qui gardaient cette tenue-là en classe. Donc, comment on peut admettre et comment on peut accepter qu'une prof fasse cours devant des élèves qui ne sont absolument pas dans une tenue ou dans une posture apte pour recevoir un cours? Je pense que c'est pas adapté. Et comme c'est très compliqué de mettre à la porte des élèves, parce qu'on voit tout ce qui se passe après, les parents s'en mêlent, ça peut être très dangereux. Je pense que des mesures comme ça, un peu sévères, c'est vrai, un peu autoritaires, mais nécessaires, sont toujours les bienvenus. Oui. Remettre de l'ordre dans l'éducation. Peut-être une dernière question, Jules, avant de clôturer cet entretien et cette émission. Je voulais vous poser une question. Si vous étiez demain ministre de l'Éducation, quelle serait votre première mesure? On la pose régulièrement dans l'école du futur et vous n'y échapperez pas. Ma première mesure, ce serait de nommer un ambassadeur, un jeune ambassadeur, un lycéen, au ministère, qui aurait un rôle au ministère, qui serait ambassadeur des jeunes et qui serait consulté, pas dans toutes les réunions, mais qui serait consulté quasiment toutes les semaines sur tous les sujets et qui aurait, comme dans une assemblée, une voix qui serait tout aussi importante que les conseillers à table ou les autres interlocuteurs de cette réunion-là. Je pense qu'il faut qu'on ait une oreille et une bouche à côté de soi qui soit vraiment dans le jeu. Représentative des jeunes, effectivement. Et voilà, le message est passé. Ça s'appelle Extra Student. Merci encore à vous, Jules Simian-Brochery, d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci aussi infiniment à vous, Isabelle, d'avoir été avec nous. Isabelle Rouen, je vous renvoie justement sur les métiers de demain, au fabuleux podcast qu'Isabelle anime très régulièrement sur les réseaux sociaux. Je vous laisse rappeler le nom de votre podcast, Isabelle. Les métiers du futur, chaque mercredi. Et voilà, tous les mercredis. Merci à vous de nous avoir suivis. Et puis nous, on se retrouve dès demain dans l'école du futur. Bonne journée.